il entreprend actuellement une thèse qui est co-dirigée par Pierre Molinier et par Philippe Le Gouern, donc à Toulouse et à Nantes. Chargé de une thèse sur les pratiques d'écoute musicale en régime numérique, et donc chargé de cours dans le département Art et Communication à Toulouse 2 Le Mirail. Et donc voilà, tu enseignes dans le cadre d'un contrat doctoral. Et une dernière chose, préciser que tu as longtemps été intermittent aux côtés de nombreux artistes de la chanson populaire et que tu es engagé actuellement dans un contrat ANR porté par Philippe Le Gouern sur les transformations des pratiques d'amateurs dans le cadre du passage du régime analogique au régime numérique. Et donc tu nous proposes une communication sur la confusion et le mélange des genres dans les pratiques d'écoute musicale des adolescents. Exactement. Donc comme on est tous très très fatigués et que c'est la fin du colloque, j'ai tout misé sur la présentation. Vous allez voir, ça va être une expérience sensorielle absolument incroyable. L'idée c'était d'axer du coup ma communication selon deux axes. Le premier qui est vraiment directement lié à mon terrain et à ma thèse, donc qui sont les adolescents. Comment est-ce que les adolescents écoutent de la musique à l'heure du numérique, et puis de proposer ensuite un deuxième axe, c'est-à-dire de me décaler un peu sur cette question des genres et d'aller chercher un peu toutes les théories qui ont pu être réactualisées dans le champ du cinéma. Et pour voir comment est-ce que ces théories-là, dans le champ du cinéma, peuvent s'appliquer ou non au secteur musical. Voilà. Donc comme Gabriel l'a rappelé, je suis, vous avez vu, en information en communication, deuxième année de thèse. J'ai déjà évoqué mon sujet de thèse. Simplement, pour préciser la chose, je m'intéresse d'une part à comment est-ce que la musique s'insère dans le quotidien des adolescents, d'une part, et d'autre part, comment est-ce que la musique peut s'insérer dans un univers, ce qui s'appelle intermédiatique en infocom. Voilà, comment est-ce que la musique passe d'un média à l'autre. J'ai un corpus d'une douzaine d'adolescents vivant sur le sol français et que j'ai suivi durant une période exploratoire de 3 mois, de donc, juillet 2012 à octobre 2012 dernier. Ça va être pour mon terrain, mon corpus, on va dire, primaire, et ils ont entre 13 et 18 ans, voilà, 8 garçons et 4 filles. Et donc je parle là d'un corpus primaire puisque j'ai aussi un corpus secondaire que j'interroge selon des méthodologies différentes. Pour ne rien vous cacher, absolument, j'utilise, et parce que c'est devenu une espèce de signature au sein de mon laboratoire d'Infocom, des méthodologies qualitatives, donc l'entretien compréhensif, le focus group et l'observation participante, pour faire émerger ce qu'on appelle le discours de l'expérience. Voilà. Ce à quoi je me suis attaché pendant cette période. Alors, il faut bien comprendre que les outils que je présente ici, méthodologiques, sont des outils pour la plupart d'entre vous qui venez peut-être de sociologie ou de musicologie, qui sont complètement acquis, mais qui, dans ma discipline d'information-communication, ne sont, c'est une bataille de tous les instants pour convaincre que ces outils sont opérants dans ma discipline. Voilà. Donc, pour entrer dans le vif du sujet sur cette question du genre, au tout début de ma thèse, j'avais un vrai problème dès que je rencontrais des adolescents, que je leur parlais de musique, c'est que j'étais incapable de... j'étais incapable. À chaque fois que je leur parlais de musique actuelle, ils me disaient non, en fait, nous on parle de musique amplifiée. Quand je leur parlais du coup de musique amplifiée, ils me disaient non, nous on utilise plutôt le terme de musique actuelle. Bon, donc quand je leur parlais de musique actuelle, ils me disaient non, nous on parle plutôt de musique populaire. Donc j'employais le mot de musique populaire, ils me disaient non, en fait, nous c'est plutôt là, tu vois, c'est plutôt musique commerciale. Voilà, donc j'avais ce double sentiment un peu gênant, voire un peu humiliant, que non seulement j'arrivais jamais à satisfaire mes informateurs dès que je parlais de mon objet de thèse, mais qu'en plus ils me prenaient pour quelqu'un qui n'y connaissait absolument rien. C'était assez problématique. Avec un peu de recul et le temps en faisant, j'ai compris qu'il s'agissait moins, on va dire, d'un problème terminologique
que du regard qu'on portait ensemble sur un objet donné et à un instant donné. Ça m'amène à une première définition qui est très rassurante et très opérante. Bon, ça c'était le fois d'avant. Qui est de Jean-Louis Letras, qui dit qu'un genre est ce que collectivement on croit qu'il est à un moment donné. Donc une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout dit et rien dit. Cela dit, c'est vrai que c'est une définition qui est assez opérante. Alors personnellement, du coup, j'ai utilisé une stratégie compensatoire, comme dirait Michel Desserteaux, un subterfuge, et donc j'ai utilisé le terme de musique non savante. Voilà. Comme ça, au moins, ça posait plus vraiment de problème. Ça faisait pas vraiment participer le débat scientifique, mais au moins, je me fâchais avec personne. Je me suis satisfait de cette stratégie pendant un temps, qui se justifiait, et en fait, qui à mon sens, se justifie encore pour la raison suivante, c'est que de manière assez instinctive et du coup un peu superficielle, les adolescents, mais je pense que c'est le cas à peu près de tout le monde, quand on leur pose la question de savoir quel type de genres musicaux ils écoutent, on le fait toujours quasiment systématiquement par défaut. Donc à la question « qu'est-ce que tu écoutes comme musique ?», la plupart d'entre eux me répondaient « tout sauf musique classique, tout sauf rap, etc. » Bon, c'était une réponse qui était guère satisfaisante, et du coup, pour aller un peu plus loin, je leur signifiais que donc ils écoutaient des genres musicaux tels que le gotabilly, le rock alternatif latino, le gothic rap ou le troll metal, pour reprendre des termes de l'appel à communication. Et comme en général, ils me regardaient avec des yeux grands comme des soucoupes volantes, on s'accordait ensemble pour dire que non, ils n'écoutaient pas tout sauf, mais qu'il fallait redéfinir un peu les genres qu'ils écoutaient. Et là, dans un second temps, du coup, on tombait dans une terminologie qui était relativement commune, on va dire. On retombait dans les grands styles, le rap, le rock, le R&B, etc. Donc, à partir de là, on va dire une première remarque qui est, on va dire, une sorte de tautologie, mais il ne faut jamais oublier qu'on peut définir la musique qu'on écoute qu'à partir de la musique qu'on connaît et telle qu'elle est médiatée. Ça signifie que, en gros, ce trouble dans le genre, pour reprendre ironiquement l'expression de Judith Butler, se doit de tenir compte de deux instances. L'instance, le pôle de production, qui obéit d'une part à des logiques de classification établies par des codes de commercialisation, de communication, de marketing, d'esthétique, etc. Donc des codes établis. J'aime assez la citation de Damien Tassin, qui dit, je cite, « L'usage des classifications est notamment issu de l'industrie du disque et des médias, mais au-delà des stratégies marketing, les genres musicaux peuvent être différenciés par des critères esthétiques liés à leur filiation, descendance, ressemblance, à leur origine géographique, une localisation géographique selon l'origine ou le développement du style, au contexte sociologique, ethnique, musique noire des bas quartiers, la musique de communautés homosexuelles d'une grande ville. » Donc je disais d'un côté l'instance de production avec des critères de classification identifiables, objectivés et surtout de même nature, obéissant à des objectifs donc convergents. D'autre part, et c'est le deuxième pôle qu'il faut absolument prendre en compte, c'est un peu le fer de lance de ma communication d'aujourd'hui, qui est celui de la réception, qui va pour le coup établir des codes qui ne sont absolument pas de même nature. Et c'est là tout le problème qui s'installe déjà entre ces deux instances. Donc du côté de la réception, le problème qui se pose, c'est qu'en fonction des niveaux auxquels on se situe, c'est-à-dire que du côté, à un niveau individuel et à un niveau collectif, mais aussi entre les différents groupes d'appartenance sociale, les codes qui vont être définis, qui vont définir un même genre, sont de nature différente, c'est-à-dire tantôt contextuelle, tantôt musicologique, tantôt esthétique, tantôt aussi affective, tantôt commerciale, puisque ça joue en général un très grand rôle dans l'appréciation des musiques. Ah, lui, il se fait trop vendre, maintenant c'est plus un bon chanteur. Tantôt médiatique. Je vais prendre un premier exemple qui est assez intéressant, qui est le cas d'Hugo, 14 ans. On fait un entretien compréhensif et pendant près d'une demi-heure, une heure, il me parle du dubstep. Grand fan d'électro, il me parle du dubstep, etc. Il me cite plein de noms d'artistes, plein de noms d'albums, on écoute ensemble quelques musiques, il me fait voir toute sa playlist d'iPod, etc. Et puis il me raconte un peu de manière classique comment est-ce qu'il est arrivé à écouter ce genre musical à partir de quelques copains dans son club de sport. Et puis au bout justement d'une demi-heure, une heure où on parle ensemble de dubstep, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « Mais en fait, c'est quoi le dubstep ?»
Donc là, j'étais doublement embêté. Non seulement il fallait que moi, je définisse le dubstep, c'est-à-dire que d'un seul coup, il me considérait comme expert là-dedans, alors que je ne connais absolument rien. Mais en plus, depuis un long moment, il me parlait d'un style musical ou d'un genre musical qu'il était en fait lui-même incapable de définir. Et en déconstruisant avec lui en fait toute cette question du genre et de la définition du genre, on a convenu ensemble que finalement, peu importe comment est-ce qu'on nommait ce genre-là, et peu importe ce qu'on y mettait dedans, tout l'intérêt était plutôt de rattacher un genre à un contexte d'écoute. Et c'est là en fait tout, c'est le fameux collectivement de la définition de Leuthra. En fait, pour Hugo, l'idée, c'est pas forcément de savoir ce qu'est le dubstep, mais plutôt de ce qu'est écouter du dubstep. Et pour le coup, ça renvoie à tout un contexte d'écoute qui est très précisément pour lui écouter de la musique avec ses copains en allant au rugby, dans le bus, et qui l'emmène à une compétition de sport. D'accord ? Donc tout l'intérêt, c'est de voir vraiment le genre comme une représentation sociale. Un deuxième exemple, pour aller un peu plus loin dans cette notion de définition du genre, c'est le cas d'Arthur. Alors pour le coup, c'est un adolescent qui est hyper musicophile, qui écoute tout, voilà, qui a 15 ans, et pendant plusieurs heures, il me parle de genres relativement globaux. Il écoute soi-disant du rock, de la pop, du métal, etc. Et donc je le disais dans mon travail de thèse, ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi comment est-ce que la musique circule entre les médias. Et c'est au moment de me parler d'une série dont il est absolument fan, qui s'appelle Sons of Anarchy, je ne sais pas si vous connaissez, qu'il évoque d'un seul coup la musique de baroudeur. Alors, première question pour moi, qu'est-ce que la musique de baroudeur pour lui ? La terminologie était assez... en tout cas, je ne l'avais jamais vue à la FNAC. Mais pourquoi pas ? Et en fait, ce qu'il a réussi à me démontrer, c'est que il existait un lien très très fort entre plusieurs types de médias qu'il consultait, et que cet ensemble-là faisait ce qu'il appelait lui la musique de baroudeur. Donc il a fait référence, j'en ai mis que 3, mais au film Into the Wild, Sons of Anarchy et au groupe Pearl Jam. Voilà. Donc selon lui, la musique de baroudeur, entre guillemets, renvoie non seulement à un certain nombre de signes musicaux, comme il le disait lui-même, le rock, des guitares saturées, du down-tempo, surtout du down-tempo, mais aussi à des signes, pour le coup, qui étaient narratifs, l'Amérique, la moto, le voyage, la solitude, etc. Donc des représentations sociales qui vont enrichir ce qu'on peut appeler une pragmatique de l'écoute du genre qu'il s'est construit lui-même. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la notion de genre et d'hybridation du genre ne se limite pas à une question de représentation sociale, qu'il faut essayer de la dépasser, mais aussi essayer de comprendre comment est-ce qu'elle va contaminer et passer d'un média à l'autre les contenus audiovisuels, d'où les contenus audiovisuels proviennent, donc pas forcément musicaux. C'est ça tout l'intérêt, c'est qu'il existerait donc, c'est un peu l'hypothèse qu'on peut faire, une espèce de dialogie, ou pour les cinéphiles d'effet coulé de chauffe, entre les médias qui vont définir les contours d'un même genre. Donc au moins à deux niveaux, je le répète, d'une part sur la représentation sociale, d'autre part sur les pratiques intermédiatiques. Ensuite, il y a un deuxième volet qui m'intéresse particulièrement, c'est celui de la décontextualisation et la perte de repères de l'album ou de l'œuvre musicale en général. Depuis, on va dire, l'avènement du MP3 et la généralisation et plus généralement la digitalisation des contenus, la pratique d'écoute musicale s'est littéralement éclatée. Les adolescents que moi j'ai pu suivre font preuve d'une dextérité absolument incroyable dès qu'il s'agit de créer des playlists. Et partout et tout le temps, quoi. C'est absolument pas réservé à la musique. Donc un premier point qui me semble plutôt positif, qui est directement dû à la numérisation des contenus, et à la fragmentation de l'écoute, c'est la diversification de l'écoute. De manière légale ou illégale, j'aurais plutôt tendance à penser illégalement, enfin pas à penser d'ailleurs, à le voir, le numérique donne donc, on le sait, accès à tout ou presque, dans une exhaustivité que l'analogique ne pourra jamais égaler. La première hypothèse que j'avais eue un peu naïve était de penser que, par voie de conséquence, le numérique apportait une diversification de l'écoute qui n'existait pas du temps analogique.
Là, j'ai vu mon directeur ici présent me faire des gros yeux en me disant que c'était peut-être pas une hypothèse, une piste forcément intéressante. Et du coup, la deuxième hypothèse qu'on peut peut-être émettre, c'est de se dire que si le numérique facilite pas, je poursuis du coup l'argument de Philippe Le Gern, c'était de dire que, en gros, l'accessibilité n'est pas l'accès. C'est pas parce qu'on a accès à tout que forcément on va pouvoir aller le consulter. C'est un argument qui se vaut. Du coup, je tiens à le dire. Et du coup, l'hypothèse seconde qui pouvait être faite, c'est que, en gros, la question de la diversification se situait peut-être pas dans un éventail d'écoute musicale très très large, mais peut-être dans le fait de pouvoir écouter des musiques à la fois mainstream et à la fois underground. Et du coup, ça viendrait un peu réactualiser la théorie de numéromorphose de Grandjean et Combes, qui distingue deux grands auditeurs. D'un côté, l'auditeur expert, si je caricature, le collectionneur. De l'autre côté, l'auditeur profane, donc si je caricature, le playlisteur. Et du coup, l'idée serait c'est vraiment une hypothèse que j'émets, c'est de se dire que le numérique a facilité l'hybridation de ces deux figures-là. Et moi, dans les adolescents que j'ai pu suivre, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'ils étaient autant capables d'écouter, en tout cas, d'avoir sur leur lecteur MP3 du Lady Gaga ou du Kanye West, et des musiques tout à fait underground, de genre ou de sous-genre tout à fait underground, ou de scènes, on va dire, locales ou régionales. Et de voir comment est-ce que ces deux choses cohabitent. Voilà. Il y a une autre chose qui est quand même frappante, c'est le lien assez fort qui peut exister entre la diversification de l'écoute et la place de l'adolescent dans la fratrie. C'est quelque chose que j'ai pu vérifier à travers tous les adolescents que j'ai suivis, c'est que le dernier de la fratrie possède souvent une écoute plus diversifiée que ses aînés. Et ce pour deux raisons. La première, c'est parce que souvent le dernier reprend les habitudes d'écoute des grands frères ou des grandes sœurs, soit par distinction familiale, soit par distinction sociale, ce qui peut se comprendre, mais pour le coup, ça n'a absolument rien de nouveau, on le faisait déjà bien avant. Et d'autre part, parce que souvent les derniers de la famille sont mieux armés techniquement ou technologiquement pour trouver de la musique, en tout cas dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans un processus descendant une transmission des pratiques, disons-le clairement, illégales de récupération de musique. Je dis dans un premier temps parce que souvent ensuite les petits frères, grands frères deviennent hyper performants et font remonter en feedback ouais, en fait tel site c'est vachement plus performant, t'as vu telle dernière technologie de peer-to-peer va plus vite, etc. Voilà, donc diversification dans le temps et dans l'espace. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors du coup, le deuxième, le problème qui se pose à travers cette diversification de l'écoute, c'est et la fragmentation de l'écoute, c'est une sorte de perte de repères spatio-temporels de la musique auquel ils sont tous les jours confrontés. Non seulement ils ont du mal à savoir si tel artiste se situe dans tel ou tel genre, bon, cela dit, c'est pas forcément quelque chose de primordial en soi, mais en plus, et là ça pose en tout cas d'autres questionnements, ils sont régulièrement incapables de dater la musique qu'ils écoutent. Je prends un exemple très concret, Antoine, 15 ans, qui adore Radiohead. Donc je consulte avec lui sa playlist, puisqu'il n'a pas les albums de Radiohead, mais il a une playlist de Radiohead qu'il a récupérée directement et illégalement sur Internet. Du coup, je lui demande, puisque pour les amateurs un peu du groupe Radiohead, mais comme de n'importe quel groupe, il y a souvent les puristes qui préfèrent les premiers albums, etc. Et puis ceux qui disent que non, finalement, c'est plutôt les derniers, etc. Donc je lui demande quelle période du groupe il préfère. Et en fait, il comprend absolument pas ma question. Et en discutant en fait plus longtemps avec lui, j'ai compris qu'il était incapable de dater la musique qu'il avait sur son MP3, qu'il était incapable de savoir si telle chanson faisait partie du début du groupe ou de la fin du groupe. Donc ça pose plein de questions sur le rapport, on va dire, historique qu'on peut avoir affectivement ou cognitivement à la musique. Ça aussi, ça réactualise tous les questionnements sur les métadatas finalement qui sont très d'actualité pour essayer de créditer au maximum tous les contenus audiovisuels et musicaux.
J'en arrive à ma deuxième partie. Ça, je l'avais raté. Dans mon laboratoire toulousain, on s'intéresse assez particulièrement ce qu'on appelle aux nouvelles écritures interactives. Donc pour le faire plus génériquement, c'est la question des webdocs, des iDocs, enfin voilà, des écritures interactives. Et on est dans ce champ-là aussi du numérique, on est confronté exactement à la même problématique de classification. On s'est penché pendant plusieurs mois sur les travaux de Raphaël Moine, qui a beaucoup publié sur la question du genre au cinéma. Et en relisant tous ses écrits, je me suis aperçu qu'ils étaient tout à fait éclairants et qu'on pouvait peut-être les transposer au champ musical. Alors, pour résumer une partie de sa réflexion, elle démontre assez bien combien le cinéma de genre est une classification en opposition au cinéma hollywoodien. On pourrait donc faire l'hypothèse que l'émergence de terminologies et de classifications de plus en plus hybrides ou de plus en plus complexes arriverait en réaction au mainstream et à l'industrialisation de la musique, puisque le genre serait un argument de distinction. Bon, ça, c'est une hypothèse à vérifier. Un deuxième point qui m'intéresse, c'est la catégorie la notion de genre en tant que catégorie d'interprétation. Je vais la citer, elle dit que les genres ne sont donc pas simplement dans les films, mais aussi dans les discours tenus sur les films et le cinéma, et plus généralement dans les esprits. Voilà, et il me semble que ça devient d'un seul coup beaucoup plus éclairant en termes de réception. La terminologie de genre, comment dire ça, plutôt que de parler de la catégorie de genre, plutôt imaginer une catégorie d'interprétation. Et pour le coup, ça nous semble tout à fait transposable au champ musical. Dès lors, elle entre dans le concept de généricité. Je vais la citer. Je ne sais plus si j'avais mis sa citation. Ouais, si. Quand on conçoit le genre comme une catégorie d'interprétation, le concept opératoire devient la généricité plutôt que le genre lui-même, puisqu'il s'agit de comprendre quelle relation le film, on pourrait tout à fait remplacer les termes de film par musique, entretient avec un ou des genres, quelles identités on peut prêter ou on a prêté au film, ce qu'on dit des films, ce qu'on y voit lorsqu'on les regroupe sous une étiquette générique. Voilà. Donc l'intérêt de cette théorie ou de ce concept pour moi est triple. D'une part, c'est qu'il ne permet plus de figer la musique et d'enfermer la musique selon un concept qui est le genre, qui est souvent très très déterminant, donc d'essayer de pouvoir ouvrir cette notion-là. Le deuxième intérêt serait justement de redéfinir le genre comme une dialogie permanente, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et négocier entre le pôle de production et le pôle de réception à travers justement cette catégorie d'interprétation. Donc finalement, de penser le genre comme une médiation entre ces deux pôles. Ça me fait penser à deux références. La première, c'est Daniel Piston, qui est musicologue et qui dirige, il me semble, l'OMF en ce moment. Et qui, la semaine dernière, il y avait un colloque doctoral musique-musicologie, et qui faisait part de son regret, et qui me semble assez juste, de voir qu'à chaque fois qu'on fait l'analyse d'une musique, quelle qu'elle soit, on s'attache toujours à rechercher, ce que je disais hier, les emprunts, c'est-à-dire d'où vient la musique, au pire en oubliant ou au mieux en dissociant des effets que cela a sur le récepteur. Or, tout l'intérêt, certainement, serait de pouvoir réunir et de pouvoir rassembler au plus proche ces deux instances pour pouvoir redéfinir un genre en fonction des intermédiations qu'il y a entre les deux. La deuxième, qui est on va dire plus idéologique ou plus épistémologique, puisque ça revient sur la pensée de José Martín Barbero, qui a fait toute une théorie qui s'intitule « Des médias aux médiations ». Et justement, tous ces travaux parlent de cette négociation qu'il peut y avoir entre les deux pôles, qui serait, c'est comme ça qu'il le nomme, à l'origine de l'élaboration d'une pragmatique. Et moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement. Enfin, et c'est à mon sens tout l'intérêt de cette terminologie-là, c'est qu'elle permettrait de transposer, elle permettrait de voir le genre non plus comme une classification de la musique selon tel ou tel genre, mais comme un degré d'interprétation
de plusieurs genres à la fois. Donc c'est ce que elle nomme, hop là, j'avais raté, c'est pas grave, c'est ce qu'elle nomme un effet de croisement et de variabilité des interprétations. Donc non plus avoir une vision assez binaire d'un genre, je suis dans tel genre ou je ne suis pas dans tel genre, mais d'avoir une espèce d'échelle de variation qui dépendrait justement de la pragmatique établie dans un lieu et dans un temps donné. En conclusion, à partir des adolescents que j'ai pu interroger moi sur mon terrain et qui semblent justement se dégager de ces codes spatio-temporels que la musique analogique et l'industrie de diffusion avaient jusqu'ici au moins réussi à stabiliser, on pourrait donc faire l'hypothèse qu'il s'agit moins d'une perte de repères que, selon le principe justement d'hybridité générique de Raphaël Moine, de nouvelles variabilités d'interprétation, donc de nouveaux degrés d'interprétation qui sera intéressant d'analyser et d'interpréter pour pouvoir pour pouvoir remodéliser, si c'est possible, les nouvelles intermédiations qu'il peut y avoir justement entre le pôle de production et entre le pôle de réception. C'était à peu près ce que je voulais en dire et je vous remercie de votre attention.